Meilleurs vœux à tous et à tous. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau des chroniques des BFN. Santé, longévité à vous tous qui suivez les programmes de Tileka Média. Pour ce premier numéro de 2026, les chroniques des BFN analysent les enjeux de la présidence de mars prochain entre les récentes prises de parole militaires et les tensions de l'opposition. Nous décryptons l'atmosphère du pays à un mois du scrutin. Nous reviendrons également sur les rappels à l'ordre du Conseil supérieur de la liberté de communication concernant l'éthique des médias avant de conclure sur le casse-tête du transport aérien domestique avec notre invité Bruno Fortuna. Bonsoir à tous et bienvenue. Bruni, bonsoir. Bonsoir Gabriel. Meilleurs vœux à toi. Meilleurs vœux aussi à toi, merci. Bruni, le Congo s'apprête à vivre une élection majeure en date du 15 mars 2026. Le PCT, l'UPADES, l'APEC ont tenu leur congrès. Des personnalités comme Destin Gavé, Vivien Manangou, Dave Mafoula ont annoncé leur candidature. Quel est le profil de ces prétendants à la magistrature suprême? Pour savoir qu'on est autour aujourd'hui, ceux qui ont annoncé leur candidature sont aujourd'hui près d'une dizaine. Vous avez cité déjà trois à peu près. Il y a Bongo Ngoka Anatole, qui, vous savez, à la dernière, l'actualité qui le concerne lui, a été refoulé donc par les autorités du département de la Klikola, qui l'ont contraint lui à quitter Manu Militari pour n'avoir pas selon donc les autorités locales et policières obtenu au préalable les autorisations d'organiser des réunions publiques, ce qui lui l'a contesté d'ailleurs. Donc vous avez ce candidat qui est aussi sur le terrain depuis quelque temps en train de mener donc ses activités politiques. Vous avez parlé de Dave Mafoula qui revient, qui est à la tête d'un parti de progressistes, un parti les souverainistes, merci, qui cherche encore sa reconnaissance officielle par l'État congolais, mais lui il va en tant qu'indépendant. Il revient donc après son échec en 2021. Il est revenu, il a annoncé officiellement sa candidature devant donc la presse nationale et internationale. C'est le cri qu'il lance aujourd'hui. Il veut carrément d'une rupture systémique. Il veut qu'il y ait vraiment totalement que le dépassement total. C'est la politique qu'il mène. Il est aujourd'hui dans la critique de la vie économique du pays, la vie sociale. Il a lancé il y a quelques années une initiative qui lui a permis de faire le tour du Congo, les Mbongi, voilà. Et vous avez Destin Gavé, voilà, Mélène, lui, il était candidat en 2021, il désiste pour soutenir Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Aujourd'hui, donc, cette année, donc 2026, il décide lui-même d'aller donc à la conquête du pouvoir. Il a même présenté un programme dans un ouvrage, un programme qu'il appelle aussi de rupture, d'un Congo nouveau. Il veut qu'il y ait réellement un changement. Et vous avez parlé de Vivien Manangou qui, lui, se présente comme un véritable technocrate, un véritable intellectuel qui veut vraiment qu'il y ait dans les changements, mais dans une sorte de consensus, parce que c'est lui qui appelle à un quinquennat transitoire. Il veut que les Congolais se retrouvent, essaient de mettre à plat, réfléchir sur un Congo nouveau, jeter les bases d'une nouvelle république. Et vous avez le PCT, vous avez parlé du PCT, qui a investi son candidat, Denis Sassou Nguesso, qui lui-même n'a pas encore annoncé sa candidature officielle, puisqu'il a dit il y a quelques années que la candidature peut s'annoncer à quelques semaines du scrutin. Donc, il prend son temps pour répondre à l'appel, vous avez parlé du parti de Rodrigue Malanda qui a tenu sa convention et qui a aussi appelé à la candidature du président. Toutes les plateformes politiques, sinon les partis politiques de la majorité présidentielle, ont appelé à sa candidature, l'ont investi d'une manière ou d'une autre. Donc tout ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il réponde lui-même officiellement à cette demande. Et le contraire, qui nous laisse dans le suspense. Le contraire sera une grande surprise. Alors, vous avez l'UPADES jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas encore annoncé une candidature à cette élection. Est-ce que Pascal Tchatima-Biela va être à nouveau candidat à ce scrutin majeur? On ne sait pas encore. Ils ont tenu leur congrès avec des nouvelles instances, mais sans pourtant réellement
annoncer une quelconque candidature à cette élection. Et donc, vous avez, ce qu'on ne peut pas oublier, Alexis Bongo, qui lui est déjà en communication, a lancé sa communication, pas sa campagne. Voilà, c'est un confrère journaliste qui lui se présente comme un véritable panafricaniste et qui veut que finalement il faut qu'il y ait un retour vers nos sources ancestrales, nos traditions africaines, et que finalement qu'il y ait une politique qui tienne compte de nos réalités. Donc voilà plus ou moins aujourd'hui les profils qui ont annoncé officiellement leur candidature donc à cette course du scrutin présidentiel, mais c'est des Congolais qui sont plus ou moins connus de la population et qui, en réalité, tout ce que je viens de citer aujourd'hui appelle à une véritable rupture. Et vous avez parlé du congrès de l'UPADES, la convention de l'APC ou l'APEC si vous voulez. Vous avez le PCT qui a tenu son congrès avec des nouvelles instances. Et donc, on constate finalement que les états-majors politiques se mobilisent. Ceux qui sont de l'opposition, du centre et de la majorité se mobilisent pour ce scrutin, qui est un scrutin majeur. C'est une nouvelle génération. Quand vous regardez aujourd'hui, comment on l'appelle, Dave Mafula, il était donc le plus jeune candidat en 2021. Vous avez aujourd'hui Destin Gavé. Vous avez Vivian Malangou qui pendant longtemps, même à la dernière minute, avait hésité avant donc de s'engager. C'est quand même des nouvelles figures, une nouvelle génération qui monte en puissance et qui dessine aujourd'hui une nouvelle configuration politique. Il faut dire que c'est quand même un pas de plus, sinon c'est quand même une bonne note de voir comment ces jeunes s'intéressent à la vie politique. Ces jeunes aujourd'hui cherchent vraiment à vouloir briguer la magistrature suprême et c'est des notes qu'il faut positiver. Voilà. Est-ce que cette élection peut nous surprendre, Brony? Il y a l'élection surprendre en termes de candidats, en termes de score. On n'en parle pas encore, mettons, mais je disais tout à l'heure que celles et ceux qui sont aujourd'hui qui ont annoncé leur candidature, c'est tous les hommes que nous venons de citer tout à l'heure, sont tous Congolais, sont connus des Congolais. Donc il y a pas quelqu'un qui viendrait d'un monde, on va dire, d'un horizon, on va dire, inconnu des Congolais. Vivian Malangou a accompagné Guy Brice Parfait Kolela depuis plusieurs années. Il était donc son porte-parole au niveau de l'Europe. Il est revenu au pays, il a créé son parti, le Parti du Peuple, le Congo, voilà. Il a créé son propre parti. Vous avez Destin Gavé qui, depuis longtemps, a milité d'abord à un moment donné du côté de la majorité, puisqu'il faut rappeler qu'il avait un moment donné... qui parle des mécontents. Il a créé une dynamique, les mécontents, les mécontents. Vous avez Destin Gavé qui, pendant quelques années, avait commencé à militer du côté de la majorité présidentielle, puisque lui, il avait aussi soutenu Denis Sassou Nguesso, avant finalement de tourner le dos à la majorité, de créer son propre parti aujourd'hui. Et Dave Mafula, il revient pour la deuxième fois. Donc, la surprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, le suspense, c'est l'annonce de la candidature du président de la République. Bon, la surprise serait aujourd'hui, s'il n'est pas candidat, ce serait la grande surprise. Et donc, finalement, on s'attend pas, je crois, à grand chose. Une surprise, non. La date est connue. Les campagnes commencent le 28 février. Nous avons 2 semaines de campagne. Puis le scrutin le 15. Voilà, la surprise peut-être, ce serait les résultats. Mais il faut savoir que tel que les choses se dessinent, il n'y a pas véritablement une surprise qu'il faut s'y attendre. Fortuna, bien, certains profils sont déjà connus. Le chef de l'État a tenu à rassurer la population et les diplomates sur la tenue d'un scrutin serein et tranquille. Pourquoi une telle insistance? Quelle est l'atmosphère réelle qui règne dans le pays aujourd'hui? Il faut savoir que l'Afrique qui inauguré il y a quelques années, surtout pour le Congo, il y a une vingtaine d'années, la voie de sa démocratisation pour plusieurs pays africains comme le Congo. Ces pays comme le Congo sont encore dans une sorte de virginité politique ou démocratique. Donc ils cherchent le chemin. Et vous savez que ce n'est pas du tout facile quand on lit l'histoire des autres pays démocratiques aujourd'hui, le chemin qu'ils ont parcouru pour aboutir
à la démocratie. Mais ça ne peut pas être une excuse, parce que l'avantage aussi que l'Afrique a, c'est que nous sommes dans une ère où finalement tout ou presque est déjà conçu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le mettre en pratique. Mais ce n'est pas toujours de mettre les choses en pratique quand on sait que cette démocratie a été conçue par d'autres et finalement d'une manière ou d'une autre, nous a été imposée. Finalement, l'Afrique n'a pas eu le temps de concevoir véritablement une politique qui lui soit propre ou finalement qui soit adaptée à sa réalité. Donc, à chaque élection au niveau de l'Afrique, il y a toujours des tensions, il y a toujours des tensions qui peuvent être justifiées, parce que vous avez des hommes politiques, des partis politiques qui réclament un scrutin transparent. Vous avez aussi des démons qui guettent souvent le pays et qui voudraient profiter de ces moments, de ces périodes pour le déstabiliser. Donc c'est pour cela que le président de la République insiste dans le but de désamorcer toutes les velléités, j'ai envie de dire, des contestations violentes. Oui, on peut contester, mais ce qu'on évite, c'est de replonger dans ce qu'on a déjà connu dans ce pays, parce que vous savez que dans ce pays, à chaque élection ou pendant les élections passées, il y a eu des contestations et même des morts. Souvenez-vous, pendant le référendum en 2015, c'était beaucoup plus violent, il y a eu mort d'hommes. Alors, on se souvient aussi, à chaque scrutin, l'opposition qui ne reconnaît pas toujours d'une manière ou d'une autre les résultats en dehors du Damafoula et quelques-uns, contestent, et parfois d'une manière ou d'une autre, ou finalement qui peuvent susciter aussi, j'ai envie de dire, des tensions sociales. Vous avez, pendant ces scrutins, on a vu l'internet coupé, parce que on évite qu'il y ait récupération sur les réseaux sociaux, qu'il y ait désinformation, qu'il y ait circulation, blanchiment d'informations. On sait qu'on n'est rien de temps, tout peut être brûlé. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi fort des spectres que nous, des scrutins passés ou des crises politiques passées, que finalement le président sait que les moments sont très sensibles, et tout Congolais le sait. Il faut donc éviter qu'on replonge dans ce qu'on a connu, parce que celles et ceux qui ont vécu ces événements depuis 97, bien avant, je parlais tout à l'heure des différentes élections que nous avons connues, celles et ceux qui ont vécu cela dans la chair, aujourd'hui, vous avez même des politiques qui sont en prison. On peut comprendre que ce sont des moments de tension qu'il faut éviter. Voilà. Donc, il faut être extrêmement prudent. C'est pour cela qu'il insiste, pour désamorcer, pour réellement rassurer aussi, puisqu'il a parlé devant les diplomates, rassurer les diplomates qui sont ici au Congo que rien ne va arriver. Il veille, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a cette opération de la force publique qui a été lancée finalement pour traquer les bébés noirs, et qui s'étend aussi dans le maintien de l'ordre public. Donc, ce n'est que normal, finalement, qu'on alerte, qu'on attire l'attention de chaque citoyen là où il se trouve. Il y a pas que les hommes politiques. Il y a, je le disais tout à l'heure, des investigateurs mal intentionnés qui profitent aussi de ces moments. Il y a aussi celles et ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas forcément congolais, et qui parfois tirent les ficelles dans le noir pour déstabiliser les États pendant ces périodes. D'où l'insistance du président sur la notion de la paix. Oui. La paix, oui, la notion de la paix, il faut la préserver. Il faut la préserver. Je ne vois pas quel Congolais aujourd'hui, déjà avec ce dont on fait face aujourd'hui, les défis qui sont les nôtres dans ce pays, vous avez le chômage, vous avez des problèmes sociaux, et qui ne trouvent pas toujours des solutions jusqu'à aujourd'hui, et qu'on arrive encore à replonger le pays dans les troubles politiques, ou encore qu'on perd cette paix. C'est ce qu'il faut éviter. On a déjà cette paix, on peut circuler comme on veut, on peut dormir tranquillement. Oui, les véritables paix, l'autre côté de la paix, c'est le côté social des Congolais. Donc, il faudrait pas qu'on trouble ce qu'on a déjà, c'est acquis, et pour que finalement les problèmes s'ajoutent. Donc, il a raison, puisque je ne le vois pas. Après avoir tout ce qu'il a fait pour réconcilier le Congo avec lui-même, pour rétablir l'État dans son fonctionnement, je ne vois pas comment va-t-il permettre que ce scrutin soit une occasion, une opportunité, et pour certains esprits mal intentionnés de vouloir déstabiliser. Les contestations politiques, ça n'a jamais été interdit, puisque chaque opposant, chaque Congolais qui sont
qui se sont lésés dans le processus électoral est libre, selon la loi, de contester, de dire non, est libre de voter le candidat de son choix. Mais ce qu'on ne veut pas, ce que le président déplore, c'est des récupérations à des fins parfois, j'ai envie de dire, des intérêts personnels où les gens profitent souvent de ces instants pour casser, pour détruire, pour prendre les armes. C'est des choses qu'il faut réellement éviter. Au-delà des stratégies de parti, quels sont les véritables enjeux de ce scrutin? Surtout, est-ce que la population se sent concernée et prête à exprimer sa voix? Aujourd'hui, vous parlez des enjeux. Il faut savoir, la première préoccupation, c'est, j'ai envie de dire, la transparence, j'ai envie de dire électorale. C'est la transparence dans le processus engagé déjà par le gouvernement dans l'organisation de cette élection. C'est d'abord la bonne ou la mauvaise organisation, l'opacité qui souvent sont source, ces mots sont source des contestations et parfois qui tournent mal. Ça veut dire que l'enjeu cette année, c'est vraiment faire en sorte que ce qu'on a connu, les élections par exemple, tout le désordre qu'on a connu lors des dernières élections législatives, que cela ne se répète pas, qu'il y ait véritablement transparence, que le processus démocratique soit respecté pour éviter certains débordements. Et c'est d'abord ça la première préoccupation. Vous parlez de la population. La population aujourd'hui, c'est la question que se posent aujourd'hui les Congolais que nous rencontrons. Est-ce que cette année, mon vote va réellement changer mon quotidien dans quelques mois? Je ne pense pas qu'aujourd'hui l'on se préoccupe réellement de qui va perdre, de qui va gagner. La question de l'alternance, oui, il le faut. Il faut une alternance. Mais aujourd'hui, les vraies préoccupations des Congolais, c'est qu'il y ait l'alternative aux problèmes auxquels ils font face au quotidien. C'est que dans quelques mois qui arrivent, il faut que l'on soit capable de résoudre les problèmes qui minent toujours la société et qui perdurent, qui ne trouvent pas de solution. C'est ça la préoccupation des populations. Donc, elles se sont concernées parce que c'est l'avenir du Congo qui se joue là. C'est les 5 ans à venir. C'est l'avenir du Congo qui se joue. Celui qui prendra le pouvoir dans un mois à peu près, finalement, doit être celui qui apporte les solutions. Peu importe le candidat, mais il faut que ce soit le candidat du peuple pour le peuple. Et je crois que c'est là où cette population se sent concernée parce que on ne peut pas continuer avec les mêmes problèmes et sans que les solutions soient trouvées. Et donc, c'est un scrutin majeur, mais surtout pour voir si réellement les problèmes auxquels font face les Congolais pourront trouver véritablement des solutions dans les mois à venir ou dans les années à venir. Est-ce que, Bruni, on peut espérer dans les projets des sociétés, je sais que nous ne sommes pas encore en période de pré-campagne, est-ce qu'on peut espérer à travers des projets des sociétés que les candidats vont présenter auprès de la population congolaise, les Congolais trouveront réponse dans ça? Et quand vous regardez depuis quelque temps, le problème en réalité, ce n'est pas le problème des projets de société. C'est souvent le respect de la parole donnée. C'est souvent le respect de l'engagement. C'est souvent l'engagement en soi. Parce que quand on s'engage, ça veut dire que qu'il pleuve, qu'il neige, il faut tenir parole. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas un projet de société comme tel. Quand je prends le temps de lire le projet de société, je ne fais pas la campagne d'un candidat ici, puisque vous l'avez dit, on n'est pas encore en campagne électorale et moi, je suis appelé, moi, à être neutre et à vivre dans la neutralité. Et je dis que le problème, ce n'est pas en soi, puisque quand vous les entendez de gauche à droite, tous, ils rêvent comme tous les Congolais d'un Congo nouveau, d'un Congo meilleur, d'un Congo où tous les Congolais vont se soigner, ils vont avoir accès aux soins de santé de qualité, vont se soigner à vil prix, ils parlent de l'électricité, ils parlent de l'eau, ils parlent du bien-être des Congolais. Le problème, c'est ce que je vous dis, c'est l'engagement le respect de la parole donnée. Vous avez des candidats d'abord, et vous avez prochainement après le candidat, c'est l'homme qui sera élu. Il faut qu'il soit capable de respecter la parole donnée à la population et de comprendre
c'est le peuple qui lui confie donc le pouvoir pour une période donnée afin de résoudre au nom donc de ce peuple les problèmes du pays, donc de conduire le Congo vers le développement. Il faut qu'on conduise le pays vers le développement. Donc aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est la question des valeurs, c'est la question du respect de la parole donnée. Ce que le Congolais veut aujourd'hui, ce n'est pas un homme politique ou pas, c'est un citoyen qui soit capable, qui incarne les valeurs républicaines, les valeurs patriotiques. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on ait des candidats, sinon un président demain qui soit capable de se préoccuper du dernier Congolais ou du premier ou dernier Congolais, comment il dort, comment il se réveille. Prôné dans le contexte électoral, la communication joue un rôle clé, notamment avec l'influence des réseaux sociaux et des médias en ligne. Le Conseil supérieur de la liberté de communication a d'ailleurs rappelé les journalistes à leurs obligations. Qu'attend-on concrètement des médias pour cette élection? Peuvent-ils devenir un facteur d'instabilité s'ils s'éloignent de la déontologie? Vous savez, le Conseil supérieur de la liberté de la communication, qui est aujourd'hui présidé par Médard Milandou, qui est composé d'une équipe, j'ai envie de dire, des experts et des équipes, des professionnels, pas les moindres, se soucie aujourd'hui du rôle que doit jouer le journaliste, sinon les médias, ou encore les lanceurs d'alerte, aujourd'hui les leaders d'opinion, pendant cette période. C'est une forme, le Conseil supérieur de la liberté de communication tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour des raisons politiques ou voilà. Parce que quand, vous l'avez dit, les journalistes que nous sommes s'éloignent de la déontologie, on devient agent d'instabilité. Parce que vous savez qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, je le disais il y a quelques mois, que le blanchiment de l'information sur les réseaux sociaux devient monnaie courante. Tout le monde aujourd'hui devient informateur sur les réseaux sociaux. Et vous savez que nous l'avons déjà connu dans ce pays, des fake news qui ont sémé la psychose dans la République, qui sont partis des réseaux sociaux d'un coin de la République ou d'un coin du globe terrestre. Il y a des gens, c'est de la guerre politique parfois, mais qui ne jouent que sur le terrain de la désinformation pour désorienter, pour sémer l'instabilité, pour sémer le trouble, pour sémer le désordre. Et c'est pour cela que le Conseil appelle les professionnels de l'information et de la communication, l'information et le Conseil supérieur de la liberté de communication. Voilà. Donc, demande aux journalistes d'être beaucoup plus responsables. Mais ce qu'il faut dire en ce moment, c'est que face à la montée en puissance des réseaux sociaux, face aujourd'hui à des miliciens, les cybermiliciens, à tous ceux qui aujourd'hui deviennent leaders d'opinion sur les réseaux sociaux, coach en développement, on ne sait pas quoi, il faut renforcer les médias en termes d'équipement, en termes de moyens. Parce que si les journalistes, si les médias que nous sommes, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire le travail, si nous n'avons pas suffisamment de moyens pour aller à la source d'information, et si ces sources d'information ne sont pas accessibles, il sera difficile pour un journaliste de rattraper une fausse information, de rattraper des fake news sur les réseaux sociaux. Je vous prends un cas simple. S'il y a une fausse information qui circule, par exemple, sur le gouvernement ou sur un ministère donné, et si le journaliste n'a pas accès au chef du département ministériel, si on ne peut pas lui accorder l'interview, comment voulez-vous qu'il y ait contrebalance, que le journaliste lui rattrape cette mauvaise information? Si le journaliste ne peut pas se déplacer d'un point à un autre, où on a dit, par exemple, qu'il n'y a pas des représentants de tous les candidats dans un bureau, si le journaliste ne peut pas se déplacer d'un point à un autre pour le constater, comment voulez-vous qu'il apporte le démenti? Donc, il y a ce côté qu'il faut voir. Le Conseil supérieur de la liberté de communication fait bien de rappeler le rôle du journaliste pendant cette période et même d'organiser des formations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes font face à une précarité sans commune mesure depuis plusieurs années, pas de matériel, pas de moyens financiers, et donc il faut tenir compte de tous ces aspects pour nous permettre aux journalistes, qui constituent l'un des piliers de la démocratie ou de la démocratisation, qui constituent aujourd'hui, qui jouent un rôle important dans la démocratie, de
d'avoir des moyens de leur politique. Sinon, tout ce qu'on peut dire, oui, chacun de nous peut respecter la déontologie, mais face à la montée en puissance des cybermiliciens sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas assez de moyens pour aller même à la source d'information, ça va être un peu compliqué pour les journalistes. Un dernier sujet que nous allons aborder dans cette chronique ce soir, abordons le sujet qui empoisonne le quotidien des Congolais, le prix des billets d'avion. Se déplacer entre Pointe-Noire et Brazzaville est devenu un luxe avec des tarifs atteignant 65 000 francs CFA, 80 000 francs CFA, voire même 100 000 francs. Comment expliquer cette situation alors que la compagnie canadienne, on ne va pas faire sa pub, semble être seule sur le marché? Ne semble pas jusqu'aujourd'hui, cette compagnie est la seule à servir, vous l'avez dit, Brazzaville et Pointe-Noire, avec, je crois, 6 vols par jour. Donc 3 pour Pointe-Noire, 3, je crois, pour Brazzaville. Et comme, vous savez, il ne reste que, donc, c'est la seule compagnie. Et donc, nous sommes un peu dans une sorte de spéculation de la surenchère. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce n'est pas la compagnie en soi ou elle-même qui vend les billets à 65 000 ou 100 000, comme vous l'avez dit. C'est plutôt aujourd'hui, il y a des gens qui gravitent autour de cette activité parce qu'ils constatent que le marché finalement il y a une crise aujourd'hui et donc les gens profitent de cette crise de transport pour s'enrichir les poches, on va dire ça comme non, ça. mais à un moment donné, pour créer tous ces deux autres que nous constatons, ça veut dire quoi? Vous avez quelques agences fictives ou pas fictives et qui achètent les billets donc auprès de cette compagnie. Quand vous arrivez, on vous dit qu'il n'y a plus de place, donc il faut aller vers ces agences-là. Et ces agences-là créent la piscose et revendent ces billets plus chers. Et parfois 2 fois plus cher. Quand vous avez votre billet, vous verrez que c'est 40 000 francs CFA. Canadian vous dit que vous avez acheté le billet à 40 000, alors que vous l'avez acheté à 65 000, quand vous l'avez acheté à 100 000, il y a certains qui l'achètent à 100 000 quand vous êtes dans l'urgence. Et donc, ce sont ces mauvaises pratiques qui se déroulent aujourd'hui à l'aéroport de Brazzaville ou avec ces agences de voyage. Vous allez appeler un jour avant, vous n'aurez pas de billet. On vous dira, si vous voulez avoir le billet, il faut donner 65 000 ou 80 000. Vous avez appelé même 3 jours avant, on vous dit, si vous voulez avoir le billet à 40 000, il faut faire la réservation au moins 1 semaine avant. Donc, on est un peu dans ces mauvaises pratiques-là, malheureusement, et qui persistent et qui se passent aux yeux de tout le monde, parce que tout le monde est informé, tous ceux qui prennent l'avion pour aller à Pointe-Noire et les autorités gouvernementales, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser cette crise, mais malheureusement, il n'y a aucune solution forte. Moi, j'ai appris dans mes enquêtes que la police traquerait celles et ceux qui sont derrière ces pratiques, mais malheureusement, on constate que ça persiste jusqu'aujourd'hui, et cela vient encore empoisonner le quotidien déjà difficile des citoyens congolais. Quelle piscose, quelle souffrance. Vous n'êtes plus libre dans votre propre pays pour se déplacer dans 45 minutes entre Brazzaville et Pointe-Noire devient tout un calvaire pour avoir un billet d'avion. Bruni, la population souffre de cet enclavement. Comment expliquer qu'un pays comme le nôtre manque à ce point de compagnies aériennes pour assurer la desserte nationale? Il faut savoir que, il y a, j'ai envie de dire, le faible investissement du secteur privé dans ce secteur. Vous constaterez que finalement, vous avez parlé de cette compagnie qui est unique aujourd'hui, une autre qui existait a fermé. Donc on a vraiment un faible investissement privé dans ce secteur. Les Congolais qui aujourd'hui sont milliardaires dans ce pays préfèrent eux investir un peu dans l'immobilier, dans le bâtiment, que de se lancer dans d'autres secteurs. Et vous avez aussi la mauvaise gestion étatique. Quand je fais allusion à Eker, qui finalement, avec sa relance, avait suscité de l'espoir et qui retombe encore. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il manquerait à peu près 100 millions de francs CFA pour réparer l'unique appareil que cette compagnie a aujourd'hui. Donc, le gouvernement n'a pas pu gérer la compagnie est relancée finalement, et ça y a eu donc, ça s'arrête, et
Et là, c'est le vrai souci, c'est ça. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas jusqu'ici. Quand je parle de nous, je fais allusion donc au Congo qui n'arrive pas, comme nous constatons ailleurs, au Rwanda, en Éthiopie, un peu plus de tenir réellement une compagnie qui soit capable de desservir tout le pays. Malheureusement, mauvaise gestion. Et finalement, il y a aussi, j'ai envie de dire, la démission du gouvernement vis-à-vis de ce secteur, puisque la situation ne date pas d'aujourd'hui. Les sonnettes d'alarme ont été tirées depuis longtemps. On a lancé des cris d'alarme, mais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et jusqu'à aujourd'hui, aucune solution viable n'est trouvée, et malheureusement, c'est la population qui subit encore. Une dernière question pour nous quitter, Brony. La situation de Poul, un mot dessus? Une situation très délicate. Ce n'est pas encore tous les éléments qu'il faut pour parler réellement de cette situation, parce qu'il faut réellement parler avec beaucoup d'éléments probants pour ne pas tomber un peu dans les supputations. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de la situation du Poul. Le Poul, c'est le Congo. Le Congo, c'est une partie, c'est un membre du corps Congo, le Poul. Et donc, ceux qui habitent dans ce département sont congolais. Les enfants qui habitent dans ce département doivent aller à l'école, doivent avoir les mêmes conditions comme tous les autres dans les différents départements. On peut pas, quand on parle du Poul, on parle de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un département riche à tous les niveaux, culturellement, économiquement. Vous avez de la ressource humaine de qualité dans ce département comme dans tous les autres départements. Il faut savoir, quand un membre de ton corps est malade, ça veut dire que c'est tout le corps qui souffre. Et donc, on ne peut pas continuer ça ne date pas d'aujourd'hui, à voir le Poul vivre dans cette atmosphère. Ou quand vous traversez le Poul, à chaque fois que vous entendez ce discours, il faut éviter de traverser le Poul la nuit. Vous voyez, l'État doit prendre ses responsabilités, parce que, à la lumière de la loi, aucun citoyen congolais n'est autorisé à avoir une arme. Aucun. C'est l'armée, les militaires, qui ont l'autorisation de porter devant eux l'arme pour protéger la République, pour protéger les citoyens. Et donc, si les accords ont été signés avec le pasteur Ntumi, si l'État avait pensé mieux de signer les accords, si c'était l'alternative qu'il fallait pour mettre un terme à cette crise-là, il faut que ces accords soient respectés. Mais si l'État aussi pense qu'il y a une autre option qui permettra que le Poul soit libéré, quand je parle de libérer, c'est-à-dire que de ce que nous vivons aujourd'hui, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce que nous entendons ex-ninja, ça veut dire que ils ne le sont plus. Ouais. Ils ne devraient plus l'être. Et donc, comme on ne peut plus l'être, l'option, c'est faire quoi? C'est d'abandonner les armes. Et s'il y a une procédure qui a été lancée, vous le savez, qu'il y a une procédure de désarmement, de réinsertion, voilà, des ex-combattants, qui a été, qui n'est pas une politique propre au Poul, puisque dans les autres départements, il y a eu la même procédure, la même politique quand, après la guerre de 5 juin 99-2000, on a lancé cette opération à travers tous les départements où il y avait les jeunes qui détenaient les armes, et ça a réussi ailleurs. Donc, c'est une situation très, 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 très délicate. Il faut la traiter avec beaucoup de tact. Et de sérénité. Mais l'État doit prendre ses responsabilités, parce que on ne doit pas continuer de voir la population souffrir à chaque fois. Il y a piscose. Vous n'êtes pas en paix. Vous avez des troubles à chaque fois. On peut pas continuer à faire ça. On peut pas continuer à vivre comme ça. Le Poul doit bénéficier, comme les autres départements, de tout ce que l'État injecte dans, comme dit le président de la République lui-même, de ces partages de richesses qui passent par le développement de chaque département. Il faut que le Poul vive en paix.
encore les catastrophes naturelles, on peut comprendre qu'il y ait inondation, qu'il y ait, j'ai envie de dire, catastrophe naturelle, oui. Sécheresse, oui. Mais que cette crise perdure simplement parce que jusqu'ici, l'État n'a pas réellement pris ses engagements pour résoudre ce problème. Ronnie, est-ce que l'État congolais ou bien les autorités compétentes veulent aussi mettre fin à ce que nous vivons dans le département du Pôle? Écoutez, je ne vois pas un État responsable et sérieux voir sa population souffrir de cette manière où une portion de l'État soit invivable. Ouais. Aucun État ne peut l'accepter. Et je pense pas que le Congo c'est une exception pour s'accorder j'ai envie de dire s'accorder cette politique. Vous regardez un peu ailleurs comment les autres se battent pour libérer leur territoire occupé. La RDC fait face à la même situation, beaucoup plus grave, qui n'est pas comparable à la nôtre. Vous avez au Cameroun, vous avez le Nigeria, qui aujourd'hui est appuyé par les États-Unis pour déguerpir tout ce qui occupe une partie du territoire. Et donc, aucun État ne peut accepter sa portion soit incontrôlée, soit hors État. Voilà. Et donc, je pense que si jusqu'ici, il y a des accords qui ont été signés, tout un comité qui a été mis en place, et si jusqu'à aujourd'hui, finalement, on entend le gouvernement se préoccuper, vous avez entendu les ressortissants, les cadres du pôle monter au créneau pour dénoncer ce qui s'est passé, condamner les actes qui sont perpétrés chaque fois dans le pôle, c'est parce que personne ne veut que ce département, année après année, reste comme un département hors Congo, où finalement l'État n'a pas le pouvoir de prendre le contrôle total et de faire bénéficier aux enfants qui sont dans le pôle. Et parce que quand on parle des Congolais, on nous identifie pas par rapport à notre ethnie. Quand on est ailleurs, on ne vous demande pas, tu es le Congolais de quelle ethnie? Non, le Congolais, c'est le Congolais. C'est la nationalité qui nous définit, mais c'est pas notre entité ethnique qui nous définit. C'est pour cela qu'il faut pas séparer le pôle du Congo ou des autres départements. Il faut pas arriver avec des discours un peu tribaux. Il faut pas arriver avec des discours ethniques où les gens sont en train de penser qu'il faut ethniser ou encore tribaliser ce qui se passe dans le pôle et pour ne pas trouver les solutions tribales ou ethniques. Non, il faut que le pôle se sente dans le Congo et pour le Congo. Merci Brony, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre chronique des BFM de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Partagez le contenu et abonnez-vous massivement sur la chaîne de Téléka Média pour ne rien rater. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt.